Ouais, salut à tous, c'est Sturi. Ça fait bien longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour parler de All Elite Wrestling. Eh bien, on bouscule les habitudes parce que oui, ce format sera bien un Sturi Stradamus. Je vais vous livrer dans un instant mes prédictions, mes pronostics pour la carte de AEW Wrestle Dream qui se tiendra dans la nuit du samedi 12 octobre au dimanche 13 octobre à 2h du matin en pay-per-view. Ça va, là je peux dire pay-per-view. Sur entre autres la plateforme Thriller TV pour 24,99$. Ne vous faites pas avoir, n'achetez pas à partir de votre téléphone portable, vous allez payer plus cher. Et en plus de ça, il y a une option en français pour regarder ça avec les commentaires de Norbert Feuillant et d'Alain Mistrangelo. Et autre piqûre de rappel, puisqu'on me le demande souvent, AEW est diffusé sur la chaîne Warner TV Next les mardis et jeudis soirs à partir de 21h. Pas en direct, il y a toujours un léger décalage. Et maintenant que toutes ces informations ont été données, on est parti pour AEW Wrestle Dream. Mais avant ça, c'est vrai que, bah oui, j'ai pas fait la review de AEW All Out. Et je tiens à vous dire que j'ai adoré AEW All Out. Le Will Ospreay pack était incroyable. Le main event entre Hangman Page et Swerve Strickland concluait une bonne fois pour toutes cette rivalité avec un niveau de violence que j'ai trouvé suffisant. Voilà, parce que mon œil est habitué depuis longtemps à la violence. Si vous voulez chuter sur des parpaings, vous mettre des coups de chaise, vous enfoncer des seringues dans la bouche, parce que oui, il y a même eu ça. Faites ce que vous voulez. Voilà, je côtoie suffisamment des gens du catch dans ma vie qui savent maîtriser des cascades plus folles les unes que les autres. C'est leur choix, c'est eux qui ont mal, et c'est pas nous. Maintenant, la morale. Oula, la morale. Bon, la morale. Maintenant, entre deux, il y a eu beaucoup d'événements. C'est vrai qu'on a enchaîné All In à la fin du mois d'août. On a commencé début septembre avec All Out. Et déjà début octobre, on a Wrestle Dream. On va commencer avec le premier commentaire que vous m'avez laissé sur Twitter. AEW a enchaîné trop d'événements spéciaux cette dernière semaine avec de très gros matchs au détriment de la construction de ce pay-per-view. À vouloir toujours faire de l'exceptionnel, plus rien ne l'est. Alors, ça, c'est une remarque que je validerai autant pour AEW que pour WWE. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, dans le monde du catch, bien sûr, la source économique principale, c'est le deal télé. Voilà. Donc, on fait aussi des gros programmes pour la télévision. Que la télévision, elle en est quand même pour son argent. Pour ce qui est des audiences, on en reparlera. Oh bah tiens, on va tout de suite en parler des audiences. C'est vrai que ce dernier épisode de AEW Dynamite a fait une sacrée contre-performance. L'épisode déprogrammé du mercredi au mardi soir faisait face à NXT. Un NXT qui désormais est diffusé sur la chaîne CW. Et en plus de ça, il était temps d'ailleurs. NXT était sur la route et s'était déjà produit la semaine passée à Chicago, cette semaine à Saint-Louis, Missouri, avec nul autre que Randy Orton sur la carte. NXT a approché les 900 000 téléspectateurs contre un AEW Dynamite qui a fait son plus bas rating de son existence, 329 000 téléspectateurs. Alors oui, il y a une grosse partie des fans de catch qui vont privilégier la diffusion de NXT plus dans les habitudes. Mais avant de chercher de jeu de justification, le chiffre il est là, il est ce qu'il est. Maintenant, non, AEW va pas mourir. Ils viennent de re-signer un deal télé. Ils se sont assurés quelques centaines de millions de dollars de côté pour plusieurs années. Warner les a reconduits. Moi, le constat que je fais quand je vois ce chiffre, enfin même ces chiffres, c'est que la dernière fois que AEW et NXT se retrouvaient face à face un mardi soir, il y avait quasiment 1 million de personnes devant NXT, presque 700 000 devant AEW, et ça faisait au global quasiment 1 700 000 téléspectateurs qui regardaient du catch le mardi soir. Constatez qu'aujourd'hui, ce chiffre, il a été revu à la baisse, on est à moins d'1,2 million. Il y a 500 000 personnes là qui ont arrêté de regarder le catch le mardi soir, ça c'est plus le chiffre qui m'inquiète, vous voyez. Et puis pour débunker, encore une fois, un autre truc, c'est pas parce que un produit fait plus d'audience à la télé qu'il est meilleur. Je pense que le catch que je préfère au monde, il est plutôt basé du côté du Japon, et les audiences au Japon, ça n'a rien à voir avec les audiences qu'il y a aux États-Unis. J'adore le catch européen, j'adore le catch dans des petites salles, même en France, devant des fois 200, 300 personnes. Je trouve ça qualitatif, il y a plein de gens qui se régalent, et ça leur va très très bien, et il y a en plus de ça toute une scène à encourager, mais derrière, oui, s'il faut regarder les audiences, ça fait des fois, 5, 6 000 vues au mieux, des fois sur YouTube, des fois ça fait plus. Il y a des plateformes payantes pour regarder ça, donc oui, les questions des audiences ne sont pas symptomatiques de la qualité d'un programme que l'on regarde. Sinon, va regarder la WWF en 98 avec ton œil d'aujourd'hui. Tu vas dire, comment ça il y avait 10 millions de personnes devant la télé à l'époque. 7 matchs, rien à dire. On aura enfin un show à peu près digeste. Depuis quelques temps, la AEW mettait des dizaines de matchs par pay-per-view. Les shows étaient bien, mais très longs. Oui, ce message, il a été écrit un petit peu tôt. Non, la carte de AEW Wrestle Dream, elle fait encore une fois 10 matchs. Voilà, il y a 10 matchs, donc ça va durer au moins 4 heures. Et
il n'y a pas beaucoup l'occasion de respirer entre chaque match. Et tu vois, à la différence des pay-per-view, des gros programmes qu'il peut y avoir des fois au Japon qui peuvent durer 4 à 5 heures, on a clairement une undercard et une uppercard. Sur un événement de 10-12 matchs au Japon, des fois tu vas retenir 3 informations principales parce que c'est les grands combats de championnat, c'est les grosses histoires, les grosses affaires. AEW, il y a beaucoup de choses assez, même voire très importantes sur leur carte, parce que aussi il y a un très gros roster avec, bah oui, il faut le dire quand même, pas mal de catcheurs très pertinents, pas mal talentueux aussi. Mais non, on n'est pas sur un pay-per-view à 7 matchs, on est bien sur un pay-per-view à 10 matchs, plus un pour le moment annoncé dans le pré-show. 3/4 des matchs auraient dû être annoncés minimum 2 semaines avant le show, mais ils n'arrivent plus à faire ça maintenant. C'est vrai que depuis que All Elite Wrestling a passé son modèle de pay-per-view à quasiment un par mois, à mon sens, on a quand même perdu quelque chose qui faisait l'essence du programme au début de sa diffusion en 2019, à savoir, bah oui, un gros événement tous les 3 à 4 mois, ce qui faisait qu'en effet, il y avait des longues périodes de construction pour les weekly, et ça justifiait aussi un peu plus de grosses affiches. La décision d'avoir plus de pay-per-view, elle est également pour convaincre justement la chaîne Warner d'intégrer les pay-per-view dans le programme de Max. Ça devrait arriver, en France c'est déjà le cas, mais à partir des diffusions de Warner TV Next, ça n'allait pas tout mélanger. Mais il y a une espèce d'équilibre à trouver dans ce format weekly, et d'ailleurs, bah ouais, quand tu regardes un petit peu la sphère catchesque mondiale, des compagnies qui font du weekly en direct chaque semaine, bah en fait il y a que AEW, WWE. Tout le reste du monde du catch, ils font des weekly, c'est des tapings, c'est des enregistrements, 4-5 épisodes à la fois et hop, après on diffuse semaine en semaine. Au Japon, c'est un système de tournée, il n'y a jamais ça, les indies elles se démerdent quand elles ont des shows. Et en Europe, encore une fois, même si le catch est à mon sens excellent, mais c'est la vie de chacun. Bah non, on en est loin d'un modèle économique avec une diffusion de shows hebdomadaires à la télévision en plus de ça. Bah non, on n'y est pas. Pour moi, ce pay-per-view est composé de dream match, que ce soit le main event, le Jay White versus Page, All In contre King ou Mortos contre Hologram. Tout ça est amené par des histoires parfois récentes, mais ça ressemble à un Tony Khan qui veut se faire kiffer et nous faire kiffer aussi. Ça, c'est vrai qu'on l'a bien compris dans la manière dont book Tony Khan, dans la manière dont il prend ses décisions. Avant toute chose, il veut voir des affiches qu'il a envie de voir. Voilà. Il propose des choses qui le font kiffer. Bon, évidemment, Tony Khan, il n'est pas représentatif de tous les avis des fans de catch. Non. Mais en effet, je peux quand même souligner une espèce d'effort fait pour découvrir des talents. Et notamment des scènes qui n'ont pas beaucoup de visibilité aux États-Unis, même à l'international. Je pense notamment à la scène mexicaine. Le partenariat avec le CMLL permet justement d'avoir des catcheurs comme Mystico, Mascara Dorada ou encore même Atlantis Junior qui va être dans le pré-show aujourd'hui, à se familiariser à un style qu'on voit assez peu et aussi à faire des passerelles avec le milieu du catch japonais, où les catcheurs japonais ne sont pas dénaturés. Parce que si je parlais d'NXT, Julia, c'est plus de Julia, c'est plus la Julia de Stardom. Oulala, toujours aussi forte dans le ring. Attention, n'allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Le match contre Roxanne Perez était plutôt chouette. Mais c'est plus vraiment Julia. On va commencer par ce qu'il va y avoir dans le pré-show, le Zero Hour, parce que vous vouliez en parler, et bah ça tombe bien, moi aussi. Il y a en plus de ça cette diffusion qui va se faire gratuitement sur YouTube entre autres, à partir, si je dis pas de bêtises, de minuit 30 pour nous en France. Content que Brian Cage ait une opportunité en solo, même en Zero Hour, bon, c'est probablement parce qu'il sait gérer les luchadors vu son parcours. Oui, parce que Brian Cage fera face à Atlantis Junior pour le championnat Ring of Honor télé, et que Brian Cage, il a eu une longue expérience au Mexique, et c'est vrai que dans la catégorie des rudos, qui sont souvent considérés comme des bases, comme les porteurs dans le milieu du catch, quand ils affrontent des voltigeurs mexicains, ça donne souvent des combinaisons très très intéressantes, et la puissance de Brian Cage permet justement des vrilles de folie. Donc, Atlantis Junior, il a limite la base parfaite pour pouvoir nous montrer l'étendue de son talent. Atlantis Junior contre Brian Cage, c'est le match qui me hype le plus. Peu importe le vainqueur, j'espère un beau match entre les deux lutteurs. Vous voyez, mais je partage aussi, ça c'est bien, ça c'est... Voilà, il y aura de la hype, je vous cache pas, dans les commentaires, je sélectionne de la hype. J'ai pas tout sélectionné. Non, il y a des commentaires, les mecs, mettez les formes. Le premier événement de la carte principale dont on va parler, c'est Swerve Strickland qui apparaîtra. Quel sera le futur programme de Swerve? Vous m'avez fait une proposition et ça colle plus ou moins avec ce qui se passe en weekly. Strickland va débarquer avec une faction pour son retour. On retrouvera le Hurt Business, Lashley, Benjamin, MVP et Prince Nana. Alors, pour le moment, c'est vrai que le Hurt Business, il y a MVP qui est arrivé, Shelton Benjamin est arrivé. Bobby Lashley, c'est à l'état de grosses rumeurs, on rapporte par endroits qu'il a bien été signé par All Elite Wrestling, mais toujours pas d'apparition. Et ces dernières semaines, on a aussi senti des frictions entre d'un côté Prince Nana et de l'autre, MVP. Est-ce que l'annonce de ce segment est là pour amener et nous présenter
retrouver Bobby Lashley chez All Elite Wrestling? Va-t-il partir en programme avec Swerve Strickland ou vont-ils s'allier? J'ai plutôt l'impression qu'on va avoir un programme entre les deux. C'est une bonne manière d'occuper Swerve Strickland un petit peu plus loin de la title picture et d'introduire, belle manière, j'espère en tout cas pour lui, Bobby Lashley, qui a un profil, attention, très différent de tout ce qu'a connu jusqu'à présent AEW dans son style de catch. Mais il arrive avec des yeux, il arrive avec du following, alors je suis un peu curieux. Hologramme va pouvoir régler ses comptes une bonne fois pour toutes avec The Beast Mortos. Frank, pour les intimes, l'avocat Frank Mortos. Pour ça, il faut aller voir le pouille. Hâte de voir Hologramme contre Beast Mortos, ça va être du grand spectacle, en espérant que Mortos et LFI vont se diriger doucement vers les championnats trio. LFI, rien à voir avec la politique française, non pas du tout, la faction ingobernable. Beast Mortos, rouge et Dralistico qui n'est nul autre que le Dragon Lee originel. AEW, ils ont un sérieux problème d'écriture depuis le début avec Rouge. Par moment, il appartient à un clan, par moment, il appartient plus, par moment, on sait quoi faire avec, des fois, on sait plus quoi faire avec. En revanche, Hologramme, c'est vraiment la grosse attraction du côté de Collision, parce qu'en termes de lucha libre, le mec dépasse les limites et les repousse à chaque fois, et c'est vraiment du bonheur pour les yeux. Et en face de lui, il y a aussi un mec qui est un peu comme Brad Ketch, une immense base pour le catch mexicain, c'est Beast Mortos, anciennement Black Taurus. Il y a une chimie qui est vraiment très intéressante entre les deux, et avoir cette place en pay-per-view, comme je le pensais, ça solidifie aussi les intérêts de Tony Khan à vouloir promouvoir un peu plus la lucha libre. Et j'aime bien le fait que des mecs qui sont peut-être un peu moins considérés aux yeux du grand public aient cette opportunité de briller et de nous faire rêver. Et on l'espère pour eux de tenter le moins de choses compliquées possible, parce que on sait bien, dès qu'il y a un petit loupé dans le catch mexicain, les réseaux sociaux, il y a quand même 20 000 trucs très très fous dans ces combats. Dommage on s'attarde toujours des fois sur les loupés. Pronostic, victoire de Beast Mortos. Voilà, Hologramme, il va bien perdre un match un jour quand même. Adam Page fera face à Jay White. Adam Page doit battre Jay White, ce mec a pas besoin du titre pour briller, même si il est sous-coté. Tu peux construire une belle rivalité derrière eux sur quelques mois, et pourquoi pas push Jay White à la fin de celle-ci. Alors, c'est très curieux ce programme, je vous le cache pas. On est parti d'abord d'une confrontation entre Adam Page et Joyce Robinson, une victoire de Adam Page, Joyce Robinson qui s'est fait casser la gueule, Jay White a fait son retour de blessure pour faire le save, et puis maintenant vous savez ce qui se passe. On a Jay White qui a challengé Adam Page, le challenge a été accepté, le match est mis en place, et la curiosité derrière tout ça, c'est un Jay White, de se fait babyface. C'est nouveau ça. Bon, Jay White pour le moment il a pas encore véritablement trouvé ses marques, chez All Elite Wrestling, il est ressorti très affaibli de son programme avec MJF. Je suis pas dans le train de Jay White dès lors qu'il fait une promo aux États-Unis. Je préfère quand il fait des promos chez New Japan, c'est quand même un peu fou. Comme quoi la perception, tu vois, d'une structure à une autre peut des fois affaiblir un catcheur. Donc Jay White, oui, si on veut le relancer, s'il y a toujours un projet de Jay White, c'est peut-être intéressant de le faire battre Adam Page. Mais Adam Page, est-ce qu'il est pas l'un des mieux bâtis pour aller peut-être se hisser au rang de challenger numéro 1 pour le titre de Bryan Danielson, si bien sûr Bryan Danielson conserve son titre à l'issue du main event. Jay White peut-être vainqueur avec peut-être un soupçon de gruge, quelque chose qui donne envie d'une revanche. Est-ce qu'on va réinstaurer la gradation de la violence comme on l'a fait avec Swerve Strickland par le passé pour Hangman Page? J'ai bien envie de penser que oui. Victoire de Jay White, ça sera mon pronostic. Jack Perry défend le championnat TNT contre Katsuyori à Shibata. Shibata. Oh là là, Shibata quand même. Shibata, c'est vraiment un de mes catcheurs préférés. Le Shibata Okada de 2017. Oh là là. Bon, le Shibata de chez All Elite Wrestling, il a toujours un bon petit niveau. Il est dans sa quarantaine. C'est un miraculé. Il était censé plus jamais recatcher de sa vie. Et c'est vrai que chez All Elite Wrestling, il est un peu là à faire, je sais pas, le Dolph Ziggler des Japonais. À tester et mettre en avant les talents de demain, les gens qu'on doit pusher. Il n'y a pas de grosse victoire importante, malheureusement, pour Katsuyori Shibata, qui est une étape à franchir pour la carrière d'un catcheur. Lui, il gagne plus de matchs du côté de Ring of Honor, en tout cas c'était le cas par le passé. Et Jack Perry, je peux vous dire qu'il divise pas mal au niveau de vos avis. Je trouve que Jack Perry est assez mythe dans le in-ring en ce moment, je sais qu'il est heel, mais le Jungle Boy qui voltige partout me manque un peu. Je trouve le travail de Jack Perry fantastique et hâte de voir son évolution. Shibata qui va devoir perdre pour mettre over Jack Perry, ça me frustre déjà. Alors je suis pas encore véritablement rentré dans le train de Jack Perry, je le trouve beaucoup plus efficace sur des angles, sur des promos, sur le personnage qu'il incarne que dans son in-ring. Il a pas forcément un in-ring qui colle vraiment à sa manière d'agir. Et c'est dommage quand t'as un package aussi, je pense, inspirant à l'écriture, et je pense que Jack Perry aujourd'hui il est inspirant pour l'écriture de Tony Khan, être uniquement un catcheur solide, mais qui peut plus faire tous les trucs flashy qu'il faisait à l'époque où il était babyface, ça limite quand même le tir, ça limite les occasions. Alors,
Ouais, je continuerai à le dire, hein, mais Jack Perry, j'aimerais en effet qu'un jour il reforme cette alliance avec Luchasaurus, qu'elle soit heel, qu'elle soit face. Mais en acte solo, j'ai moi aussi un petit peu de mal à rentrer dans le bain. En tout cas, il me fait beaucoup rire. Ses petits regards, ses petits sourires, il y a le côté Star Power, il est là, c'est sûr, mais là c'est plus l'in-ring, et quand tu regardes Elite Wrestling, généralement bah ouais, t'as juste envie de voir un moment un petit peu brillant, techniquement parlant, et aussi bah ouais, tous les trucs flashy, tout ça, quoi. C'est ça, tu vois, quand tu regardes Elite Wrestling, tu veux voir des bangers, tu veux voir des gros matchs. Donc ça va être un peu marrant de voir Shibata lui mettre une grosse branlée, et après, bon, bah on va râler quand on verra Shibata perdre, comme d'hab. Mariame défend le championnat féminin principal contre Willow Nightingale. Willow Nightingale en qualité de vainqueur d'un 4-way qui a eu lieu à Dynamite. Alors elle était censée normalement affronter Britt Baker en AV1, mais Britt Baker a été retardée par, bah ouais, les intempéries, visiblement, il me semble. Willow Nightingale est une gigastar, vous me l'avez dit, et ben je le dis aussi. Willow et Maria peuvent faire un des meilleurs matchs chez All Elite Wrestling si on leur laisse du temps. Alors ce qui jouera également, c'est la position du match féminin, l'éternelle position des matchs féminins sur les cartes d'All Elite Wrestling, parce qu'en effet, si tu passes après le combat de Will Ospreay, de Ricochet et de Konosuke Takeshita, ça va pas être simple. Alors attention, j'ai pas retenu les commentaires, mais vous n'êtes pas tous dans le train Mariame. La construction, la victoire à All In, grand moment, mais depuis, c'est vrai qu'on attend le retour de ce fait de Toni Storm, qui est parti faire une petite escapade au Japon. Très notable l'escapade, allez voir son combat contre Mayu Iwatani pour le championnat IWGP, c'était une véritable dinguerie. Mariame, on attend également quelqu'un d'autre, c'est son ancienne, toujours actuelle, meilleure amie Mina Shirakawa. Et c'est vrai que Willow Nightingale, de ce fait, elle s'intègre dans ce programme un petit peu à la dernière minute. Il n'y a pas une rivalité entre les deux notable, mais c'est vrai que sur le papier, il y a une belle affiche et aussi une revanche de la Owen Hart Cup. Est-ce que ça va être suffisant pour que Willow Nightingale, elle remporte enfin ce titre AEW World? Bah non, elle n'a pas été construite en sens, et à un moment donné, bah ouais, j'aimerais qu'il y ait un peu plus d'émotion sur cette division féminine que juste là, une affiche pour une affiche, surtout qu'ils ont été capables de le faire, la construction de Toni Storm Mariame, c'était vraiment un délice d'écriture. Les émotions, c'est important les émotions, pour le catch féminin aux États-Unis, il faut nous embarquer à fond la caisse, parce que juste la meilleure contre la meilleure, faut vraiment que les meufs soient irréprochables et des actes derrière elles de zinzin. Voilà, et Mariame, elle est encore jeune, chez All Elite Wrestling, jeune championne en tout cas, ils lui font confiance très très vite. Puis elle est capable d'assurer, donc pronostic, une victoire de Mariame, ça fait pas trop de doute pour moi. Bon voilà, on va en parler tout de suite. International 3-way pour le championnat, bien sûr international. Konosuke Takeshita, Ricochet et le champion Will Ospreay. Pourquoi avoir fait un 3-way pour le titre international alors que t'avais un Okada Takeshita qui s'écrivait tout seul, et ne pas avoir donné une meilleure construction au Ospreay versus Ricochet, ça me dépasse. Ospreay et Ricochet, leur donner une meilleure construction, ça fait 8 ans quand même. Plus de ça, All Elite Wrestling, ils l'ont clairement très documenté sur les weekly et sur la première confrontation qu'il y a eu entre Ricochet et Will Ospreay. Dès lors que Ricochet il a signé chez All Elite Wrestling, on savait que ce match il allait tomber. Mais quelle forme il allait avoir? Est-ce qu'on allait faire une rivalité où on va brûler la baraque de l'autre? C'est pas du tout l'idée de ce qu'il y a derrière Will Ospreay contre Ricochet. Ricochet, c'est la grosse influence de Will Ospreay, c'est sa source d'inspiration. Ils ont fait un match il y a quelques années du côté de New Japan, dont on parle encore aujourd'hui, parce que quand ils reproduisent les spots, il y a toujours des gens qui nous disent c'est pas du catch, c'est de la gym, mais non, c'est pas du catch. Si, c'est du catch, c'est trop bien, ça change les codes. Bref, vous vous rendez fou, moi j'adore ce qu'ils font, et ça me régale, et ça régale plein de gens, donc soyez heureux. Mais c'est avant tout un programme compétitif. Lequel des deux est le meilleur? Et pour l'instant, on l'a pas su parce que Konosuke Takeshita est venu foutre la merde. Alors en effet, ce serait injuste que Ricochet, il ait pas une nouvelle opportunité face à Will Ospreay pour le championnat international, et Konosuke Takeshita, il s'est positionné. Will Ospreay, il veut lui casser la gueule parce qu'en plus de ça, il faisait partie du même clan, mais là au dernier Dynamite, Will Ospreay, il a clité le camp de Don Callis parce que Don Callis, c'est lui qui a manigancé l'attaque de Konosuke Takeshita sur Will Ospreay. Ça met aussi Kyle Fletcher dans une position un peu délicate parce qu'il veut pas quitter la famille Callis, mais son meilleur ami c'est Will Ospreay, et lui aussi c'est son mentor, et là, de ce fait, on a un imbroglio avec plein d'histoires qui s'entrebriquent, et en fait, ce match-là, qui va être un banger infini, il va juste servir d'étape dans la construction de peut-être quelque chose d'encore plus grand. Alors oui, la remarque que vous m'avez faite, et là qui est très très bonne, c'est Konosuke Takeshita, il a commencé à teaser des choses, à semer des graines pour un futur programme avec Kazuchika Okada, qui est d'ailleurs absent de cette carte. Pas d'explication. Et si tu vois un Konosuke Takeshita contre Okada, t'as envie de voir Konosuke Takeshita plutôt babyface. Et là non, en fait, il vient de refermer la porte sur Will Ospreay, donc là, il retourne il se prend des giga hits. Et pourtant, même s'il est peut-être là au milieu de ce programme pour
Gagner? Je pense pas, hein. Mais on loupe une occasion, parce que Konosuke Takeshita, je peux vous dire qu'il a beaucoup de support. Je ne suis pas trop AEW, mais le triple threat entre Ricochet, Ospreay, Takeshita me hype vraiment pas mal et risque d'être le meilleur match de la soirée. Sur l'in-ring, c'est limite évident. Will Ospreay contre Ricochet, voilà, on connaît, ils savent se trouver, ça va. Et le Konosuke Takeshita contre Will Ospreay qu'on a vu cette année, c'est juste un de mes combats préférés que All Elite Wrestling ait produit. Mais je vais synthétiser la vie de plein de gens. Konosuke Takeshita, j'y reviens encore, vous pensez qu'il devrait mériter mieux, qu'il faut mettre cette petite étincelle pour en faire une grosse star sur du long terme. Alors, s'il veut être une grosse star sur le long terme, est-ce que le championnat international est suffisant ou est-ce qu'il faut lui donner une autre psyché, peut-être le faire quitter ce rôle de heel, peut-être qu'il va finir par se retourner contre Don Callis, et c'est vrai que ça pouvait paraître plus logique de le construire face à un Kazuchika Okada, qui lui détient le championnat continental, et qui est clairement, depuis des années, pas seulement que chez All Elite Wrestling, un boss final du game à abattre. Alors oui, aussi belle que soit l'affiche, c'est un peu un programme d'attente pour tout le monde. Bon, on attendra, mais on attendra quand même avec des étoiles plein les yeux, je pense. Et je vais prédire une victoire de Will Ospreay, qui va conserver. Chris Jericho challenge Mark Briscoe pour le championnat ROH World. Qu'est-ce que font les titres Ring of Honor dans chaque pay-per-view de All Elite Wrestling? De temps en temps, pour la promo du show, pourquoi pas, mais c'est trop là. Ça dévalue complètement la Ring of Honor en tant que compagnie. Alors, le fameux débat Ring of Honor, All Elite Wrestling, surtout que vous le savez, je suis un grand fan de longue date de Ring of Honor, bien avant le rachat de Tony Khan. Là, on va vraiment parler des années 2002, 2003, 2004, des Bryan Danielson, Samoa Joe, des Seth Rollins à l'époque de Tyler Black, tout ça. Bref, oui, Ring of Honor, c'est un produit qui, dans mon esprit, compte beaucoup. Et la Ring of Honor de Tony Khan, c'est pas la Ring of Honor que j'aime, vraiment. Enfin, j'aime des trucs chez Ring of Honor. J'avoue, de temps en temps, quand je regarde, il y a des choses sympas. On peut même pas véritablement concevoir Ring of Honor comme un territoire de développement. C'est pas une branche de développement. C'est juste un truc annexe, mais qui ressemble à AEW sans être AEW. Donc c'est vrai qu'en termes d'identité, l'identité, elle se résume principalement à une personne, à savoir celui qui détient la ceinture, Mark Briscoe, qui lui, putain, on peut le dire, lui, c'est l'âme de Ring of Honor. Alors en revanche, oui, parce que tu vois, le message, là, il a commencé sur qu'est-ce que font tous les titres Ring of Honor dans chaque pay-per-view d'AEW. Alors attendez, j'ai regardé, ouais, non, il est pas là, non, il y a quand même pas mal de pay-per-view, non, 7, 8. Non, la dernière fois que le titre Ring of Honor, il a été défendu, c'était le 3 mars 2024 à AEW Revolution, alors je dis bien sur un pay-per-view à l'Elite Wrestling, et en plus de ça, c'était quand le titre Ring of Honor, il était scellé avec le championnat continental, quand c'était la Triple Crown. Sinon, non, sinon le titre Ring of Honor, là, Mark Briscoe, il le défend qu'à la Ring of Honor. Donc, oh là là, que font les titres Ring of Honor dans chaque pay-per-view de l'Elite Wrestling? Ça serait être un commentaire de quelqu'un qui doit pas beaucoup regarder All Elite Wrestling en fait. Ah ouais. Il y a beaucoup des fois des messages comme ça, de gens qui... bref. Après, formulé autrement, on a ce commentaire que je trouve bien plus pertinent. Je ne suis pas fan de mettre le titre Ring of Honor en jeu dans les shows All Elite Wrestling, j'ai plus l'impression que c'est un titre de mid-card avec du prestige, et non un titre important. Sûrement la nostalgie de l'ancienne Ring of Honor qui parle aussi. Alors le programme, quoi qu'il en soit, il est justifié. Il y a eu une vraie construction entre Mark Briscoe et Chris Jericho ces dernières semaines, et je pense aussi qu'il y a une volonté de vouloir avoir Chris Jericho dans un 1v1 sur une carte. C'est obligatoire d'avoir encore Jericho? Chris Jericho, je vous le cache pas, apparemment c'est la bête noire de beaucoup d'entre vous. Vous savez pas ce qu'il fout là, qu'est-ce qu'il est, il est encore là, il est vieux, son in-ring c'est plus le même, il est drôle 5 minutes, après c'est bon. Mais il y a malheureusement un truc que je suis dans l'obligation de débunker à chaque fois qu'il y a une attaque de ce genre sur Chris Jericho, c'est qu'il est, je vais pas dire essentiel, mais il reste quand même important pour élever des gens autour de lui. Même si au final, c'est toujours lui le plus élevé. Là, je me dis qu'on tente un truc peut-être pour élever Big Cass, si on a donné vraiment une pertinence à la télévision avec Brian Keith dans cette connerie d'arbre de la connaissance. Il est là aussi pour aider des stars à s'établir, et Jericho, je le vois pas prendre le titre de la Ring of Honor, non. L'idée, c'est peut-être d'établir encore un peu mieux Mark Briscoe. Et puis Mark Briscoe, on va pas se mentir, il est divertissant à la télé, il est fun, il catche super bien. Il y a une histoire à raconter derrière, et il y a peut-être une possibilité de l'élever encore un peu plus. Alors, battre un mec comme Jericho dans le palmarès de Mark Briscoe, vu, il a fait des défenses chez Ring of Honor, mais il a pas affronté des gens du calibre de Jericho. S'il faut le faire, faisons-le, mais c'est vrai que, est-ce qu'il fallait le faire sur un pay-per-view? Je suis un peu moins sûr. Donc voilà, le titre Ring of Honor, défendu une fois tous les, 7 mois de ce fait en pay-per-view. C'est bien, c'est pas si mal en fait. Darby Allin contre Brody King, c'est un open challenge qu'a fait Darby Allin il y a 2 semaines, il me semble, et Brody King, il a dit, moi je t'affronte. Il l'a pas dit poliment, il est venu lui mettre une grosse tatane, et puis là, ils vont s'affronter. Le peuple demande un push pour Brody King. Ça n'aura pas lieu. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on est au Takema Center, on est dans l'état de Washington, on est clairement chez Darby Allin.
et Brody King, il est pas si loin. Les deux, là, ils ont été un peu les meilleurs amis avant de signer chez All Elite Wrestling. Tout ça, ils l'ont très très bien synthétisé dans le dernier épisode de Dynamite, où la promo était pas si mal, mais bon, Darby Allin qui fout un coup de rocher à Brody King, c'était rude. Il y a clairement dans la construction un David contre Goliath qui a déjà été raconté de manière épisodique dans les précédents mois, même années, mais c'est surtout une occasion, comme on n'en a pas souvent, de voir Brody King, bah ouais, sur un pay-per-view All Elite Wrestling dans un combat 1v1. Et Brody King, il a une fanbase, il est talentueux. Darby Allin, il doit se reconstruire après la grosse défaite face à Jon Moxley, hein, il a aussi perdu son title shot dans la foulée. Alors au fond de moi, j'ai envie d'espérer que Brody King va pas être le Katsuyori Shibata de Jack Perry, si vous voyez ce que je veux dire, qui a vraiment un début d'idée pour faire de Brody King une menace chez All Elite Wrestling. Et pas une menace parce qu'il a battu 3-4 jobbers à Rampage, à Collision. Non, une vraie menace parce qu'il vient de taper la tête d'un mec qui se prétend être limite le visage de All Elite Wrestling. Alors oui, peut-être que ce sera pas clean, peut-être qu'il y aura la maison du noir dans les parages, peut-être que ça va justifier, j'en sais rien, moi, un retour de, pourquoi pas d'Adam Copeland, je sais pas comment il va. Mais on est clairement sur le genre d'affrontement que je préfère pour Darby Allin, c'est-à-dire de le voir souplexer, balancer d'un bout à l'autre de l'arène et trouver, je ne sais pas comment, l'effort de faire un comeback. Tant qu'il est crédible dans ses offenses pour faire son comeback, ça me va. Régalez-nous et prenez quand même la bonne décision. La bonne décision, c'est pas de renvoyer Brody King dans le milieu, voire bas de la carte, avec la maison du noir qui est souvent malheureusement dans ces rôles-là, même si elle gagne beaucoup de matchs, hein, attention, hein, mais... Alors vous m'avez pas écrit de commentaires, mais les Young Bucks, ils défendent leur championnat par équipe contre Private Party, ça va être bien. Voilà, ça rappelle aussi des trucs de All Elite Wrestling avec les Private Party pour leur premier match, ils battent les Young Bucks, c'était super. Mais c'était il y a 5 ans, ils ont plus la même pertinence les Private Party, même si on est content de les revoir, ça reste une bonne équipe. Alors les Bucks, ils sauront quoi faire pour les mettre over sur ce match, et ça va être bien. Ça va être un bon match de catch. Bon, les Bucks vont conserver, hein, bien sûr. Et j'en parle maintenant parce qu'il y a un autre match par équipe. Mais attention, spoiler alert. Je vais mettre un timecode, hein, comme ça vous pouvez reprendre la vidéo après le timecode pour savoir c'est quoi le spoiler. Voilà, il y a ce match-là qui devrait être potentiellement rajouté à la carte de Wrestle Dream. Mais peut-être pour le 0 hour, je sais pas où est-ce qu'il sera. Peut-être le 0 hour. Je suis toujours content. Je suis content de les voir. C'est mes copains. Enfin, le main event, c'est Danielson, Bryan Danielson de son prénom, hein, qui défend le championnat AEW World contre Jon Moxley. Et oui, il se passe des choses. Hein. Jon Moxley, le Blackpool Combat Club, ils se sont débarrassés de Bryan Danielson. Hein? Il était là, il est champion, on veut plus de lui. On a de se faire un espèce de nouveau Blackpool Combat Club. Mais Moxley, il dit que ça va bien au-delà du Blackpool Combat Club. D'ailleurs, ils ont plus rien. Ils portent soit un t-shirt blanc, soit un t-shirt noir. Et il y a donc Claudio Castagnoli, lui qui a marché directement dans les pas de Mox. Il y a Marina Shafir qui les a rejoints. Marina Shafir, ça va, elle tient bien son rang. Elle catche pas. Elle est juste une menace en étant derrière les mecs. Et Wheeler Yuta, qui est le point central presque de l'histoire, mais lui, il a pas de match à Wrestle Dream. Wheeler Yuta, il me fascine. Vraiment, parce que lui, il veut pas qu'on s'attaque à Danielson. Tu vois, dans l'idée, c'est son père, quoi. Alors que Claudio Castagnoli, c'est toujours le mec qui a fait équipe avec Yuta, qui a toujours cherché à le protéger, et de ce fait, ça crée, tu vois, tout un imbroglio entre Wheeler Yuta et Castagnoli, où même eux, tu vois, ils savent pas s'ils doivent se détester ou pas, quoi. Mais Wheeler Yuta, il veut se battre pour aider Danielson. C'est trop bien. Déjà, juste ce truc-là avec Yuta, qui a une performance scénique que je trouve vraiment très intéressante, vous m'embarquez. Maintenant, il y a un plus gros enjeu derrière. Parce que on est, depuis le heel turn de Jon Moxley, sur quelque chose de très très mystérieux. Hein. Il l'avait dit, c'est plus votre compagnie. Je fais pas ça juste pour battre Bryan Danielson, l'envoyer à la retraite. Il y a bien plus important que ça. Il y a bien plus important que le Blackpool Combat Club. Il y a bien plus important que les notions de... On sait pas de quoi il parle. Depuis le début, on sait pas de quoi il parle, Moxley. Et ça rend fou, quoi. On sait pas. Moxley doit gagner pour crédibiliser le nouveau clan. C'est sans doute la chose la plus intéressante des weekly depuis un long moment. Alors, la chose la plus intéressante depuis un long moment, je ne sais pas, parce que le temps nous le dira. Hein, des fois, ils ont des bons débuts d'idées. Hein, coucou le diable avec MJF. Et des fois, ils ont plus d'idées. Ça... on sait pas où ils vont. Mais quoi qu'il en soit, c'est intriguant. Je m'attendais à ce que Moxley bute Danielson pour perdre contre Darby un peu plus tard. Et ça me va, parce que si quelqu'un peut bien être 4 fois champion AEW et ace de la compagnie, c'est Mox. Et ça fait sens que ce soit lui qui batte Bryan. Mais j'adorerais voir un règne un peu plus long. Alors oui, en fait, je suis obligé de penser que ça peut être Jon Moxley qui soit celui qui mette un terme à la carrière de Bryan Danielson au vu de leur union, au vu de tout ça. Mais je suis pas prêt. Personne n'est prêt. Même si on est chez Bryan, est-ce que je suis prêt à le voir prendre sa retraite? Mais non. Même si on m'y a préparé, on m'y a bien préparé. Hein. À All In, j'y ai cru. Hein. Mais non, il est devenu champion, il a conservé, et puis il
vas déjà partir? Vraiment? Tu pars maintenant, Brian? T'es pas censé faire le run de champion le plus incroyable de tous les temps, de l'histoire de All Elite Wrestling, avec des matchs incroyables. Après, le suspense, ils savent le créer de ce fait. Oula, là, ils sont forts. Hein. Mais bon, faut peut-être s'y préparer. Hein. Je pense que Christian Cage va utiliser sa clause de match, Casino Gauntlet de All-In, à la fin du match Box Brian, mais ne réussira pas à le convertir. C'est vrai qu'il y a cette histoire-là. Hein. Si ça se trouve, il y a Christian Cage, il vient, il cash-in, hein, parce qu'il y a l'idée, il y a la notion de cash-in. Non, pas maintenant. Non, arrêtez, cassez-nous pas les couilles avec ça, quoi, vraiment. Bon, et vous m'en avez parlé aussi, mais j'ai pas retenu le tweet en question. Mais oui, il y a aussi cette rumeur qui plane au-dessus de All Elite Wrestling depuis quelques semaines, à savoir, quid de Shane McMahon, hein, parce que Shane McMahon aurait peut-être pris des accords avec All Elite Wrestling, il a fait des photos avec Tony Khan, enfin, photo volée, une photo avec les Bucks, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Shane McMahon n'est pas le mastermind derrière tout ce qui se passe avec John Moxley? Alors l'élite, hein, qui est censée aussi avoir le contrôle de la compagnie, bon, on a les Bucks qui sont un petit peu plus en retrait dans un programme par équipe avec Private Party, Okada il est même pas sur la carte. Est-ce que c'est pas le moment de faire des gros changements au niveau des autorités, d'inverser les pouvoirs, d'inverser les relations? Shane McMahon aurait racheté All Elite Wrestling? Je n'en sais rien, je ne sais même pas ce que je veux juste être agréablement surpris, peut-être triste, vivre des émotions. Parce que quand même, au-delà de ça, au-delà de tous les artifices, bah, c'est quand même Moxley contre Danielson. Et tu sais que en bagarre finale, avec le Star Power, bah ça va être bien. Hein. Bah, je sais, hein, je l'ai lu aussi, on a déjà vu le match, mais on l'a pas vu 2 ans plus tard. Voilà, bah c'est bien. Il n'y en a pas tous les jours des Bryan Danielson contre John Moxley. C'est tout pour moi, c'est tout pour cette preview. On en fera évidemment un débrief dans un format qu'est-ce qui s'est passé au début de la semaine prochaine, ou dimanche, si je commence déjà à bosser dimanche, dans le début de semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, merci de m'avoir écouté, merci pour les soutiens, merci pour les pouces bleus, merci pour l'amour. À très vite, c'était Sturi et tout le monde reste fort. Ciao, bye bye.